Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. L'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Quand mon amie Amélie est partie au Canada, rien ne présageait qu'elle y ferait sa vie. Nous y étions d'ailleurs à la même époque. Elle y est restée, moi non. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette révélation que c'est ici et nulle part ailleurs que l'on veut être ? Aujourd'hui, elle est très épanouie dans ce nouveau pays et nous raconte son témoignage d'expatriée. Salut Amélie! Salut Kadou! Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. J'ai fait les 400 coups avec toi. Je pense que voilà, c'est une étape obligatoire de te recevoir sur mon nouveau projet. Je pense qu'on se connaît depuis la moitié de nos vies, voire plus. Ouais, on a grandi ensemble et surtout, on a atterri ensemble au même endroit il y a plusieurs années. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'aimerais que tu me parles de ta vie à l'étranger, du coup. Que tu m'expliques un peu déjà où, quand, comment tu es arrivée là. Oui, alors moi, j'habite à Montréal, au Québec, Canada. J'habite là-bas depuis le 3 mars 2017. Donc, ça fait 8 ans et demi. J'ai atterri là-bas, en fait, pour faire un petit peu court, j'habitais à Paris à l'époque. J'en avais vraiment marre de ma vie à Paris. Et je commençais à avoir des amis, dont toi, qui commençaient à parler d'expatriation au Québec parce que à l'époque, on pouvait avoir le PVT. Donc, voilà, permis vacances-travail. Ouais, permis vacances-travail qui te permet de partir. Alors au Québec, c'est 2 ans. Donc j'avais plusieurs amis qui commençaient à parler de ça. Et on avait aussi des amis qui y avaient déjà été et qui nous avaient vraiment dit que c'était extraordinaire. Donc j'étais un petit peu curieuse de tout ça. Donc, on s'est lancé, je sais plus, on devait être 4-5 personnes à demander. Oui, dans notre groupe d'amis, on a été plusieurs et j'ai souvenir qu'à l'époque, c'était sur tirage au sort en fait. On postulait et si on était tiré au sort, on recevait le visa. Il y avait certains amis malheureusement qui n'avaient pas été tirés au sort. Et moi, je me rappelle qu'il y avait eu un bug informatique le dernier jour pour valider le permis. Ouais. Et ça marchait pas. J'ai dû faire une demande de réclamation pour avoir mon permis. Puis finalement, ils me l'ont accordé. Mais c'est vrai que petit coup de stress à cause de l'informatique. Donc je me dis, quand il vous arrive quelque chose, n'hésitez pas à aller plus loin. Vous contentez pas du non. S'il y a moyen de prouver qu'il y a eu un problème externe, allez-y, grattez un peu. Et puis vous pouvez peut-être partir après. Ouais, c'est ça. Puis moi, justement, je faisais partie des personnes où la première fois qu'on l'a demandé, je l'ai pas eu. Mais je pense que, vous étiez peut-être déjà 3-4 à l'avoir eu. Vous parliez de partir, de quand est-ce que vous alliez partir. Puis moi, j'étais là, j'avais pas mon visa. Je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas aller voir partir. J'en ai trop envie, moi aussi. Ça me faisait vraiment trop chier, quoi. Et donc, je continue un peu mon année à Paris. Et à la fin, j'en pouvais vraiment plus, mais de tout, de la ville, de l'ambiance, de mon travail. C'était vraiment compliqué et je me suis dit, tant pis, je quitte tout et puis j'y vais et on verra, quoi. Et peut-être que je me trouverai un travail là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté mon bail, j'ai donné ma démission. Et arrive mi-décembre, donc je m'étais relancé les bassins, recommencé donc début décembre. Les bassins pour avoir le visa et arrive mi-décembre, donc toutes mes affaires sont prêtes, je m'en vais de Paris. Je me rappelle que c'est ma soirée de départ de travail et là je reçois le fameux email vous avez été tiré au sort. T'as l'impression de gagner au loto là. Ah ouais, non mais là j'étais parce que c'était quand même le doute, quoi. Tu quittes tout, t'as pas vraiment ton visa, tu vas aller là-bas, est-ce que tu vas trouver quelque chose, est-ce que tu vas pouvoir rester, c'est dur de tout quitter et de pas avoir grand-chose qui t'attend ailleurs, donc c'est ça, oui, c'est vraiment la joie, mais totale, quoi. Puis on avait notre première amie qui partait en janvier, toi tu partais février, je pense. Je suis partie le 28 février, t'es arrivée le 3 mars, donc fait on s'est suivis. On s'est suivis assez rapidement, donc c'est comme ça que j'ai fait mon départ là-bas.
Et est-ce que tu penses justement du fait qu'il y ait eu des amis sur place, que ça t'a convaincu peut-être plus facilement de te dire j'y vais même si j'ai pas encore le visa, ou est-ce qu'il y a une part de toi qui te dit bah si, j'y serais allée aussi solo dans tous les cas parce que... Non, c'est sûr que ça m'a confortée dans mon idée d'y aller. Déjà, quand je savais que j'avais envie de quitter Paris, je savais pas trop où je voulais aller. Je pense que le fait que tout le monde commence à parler un petit peu de ça, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, ça pourrait être une bonne idée, le Québec. C'est pas venu de moi, cette idée. C'est vraiment venu de la vibe qu'il y avait avec mes amis qui en parlaient, qui voulaient le faire. Donc, ça a vraiment été un mouvement un peu de groupe. Et voilà, ben quand j'ai fait les démarches, que tout le monde l'a eu et que moi, je l'ai pas eu, là, j'ai eu l'envie d'y aller. J'ai l'envie d'y aller qui m'a pris et qui m'a dit non, je veux trop y aller, il faut que j'y aille. Je lâche rien, il faut que j'y aille, quoi. Je sais pas si nos auditeurs l'entendent, mais t'as comme une forme de petit accent quand même. Alors, c'est pas full accent québécois, mais pour t'avoir connu avant, c'est vrai que à chaque fois que tu parles, j'ai un peu le sourire parce que j'entends quand même l'accent derrière. Mais je pense que tout le monde me le dit quand je rentre ici. Mais c'est très bizarre parce que quand je suis là-bas, on me dit que j'ai un accent d'ici. Quand je suis ici, on me dit que j'ai un accent de là-bas. Puis je pense que j'ai eu on vient du Sud, donc je pense que j'avais l'accent du Sud. Après, j'ai été à Paris. Paris, on m'a fait tellement de réflexions sur mon accent du Sud que j'ai essayé un petit peu de le gommer. Et en arrivant au Québec, c'est vrai que on peut pas s'obstiner des fois. Par exemple, on dit pas une machine à laver, on dit une laveuse. Je vais pas m'obstiner pendant 8 ans à dire une machine à laver alors que tout le monde dit une laveuse, tu vois. Donc, c'est quoi tu prends les mots. C'est quoi les mots qui t'ont fait le plus rire en québécois? C'est vraiment plus, je pense, les traductions des mots qu'on utilise en anglais. Par exemple, je sais que le drive, quand on va dans un fast-food, par exemple, c'est service au volant. Parking, ça va être stationnement. Et le Happy Meal, tu te rappelles ou pas? Je crois que c'est déjeuner joyeux. J'avais vu ça un jour en allant au McDo. Je me suis dit, waouh! Ouais, je pense que c'est ça qui me fait le plus rire parce que même nous, on utilise ces mots en anglais. Donc, c'est drôle de les voir traduits en français quelque part ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. Nous, finalement, on est plein d'anglicismes et eux qui sont très proches finalement de la frontière américaine, ils vont tout traduire. Ouais, tout est traduit, donc c'est assez drôle. Même les stops, c'est arrêt, enfin voilà, tout ce qui peut être un mot en anglais est traduit en français. Et du coup, pendant ce moment-là, donc tu pars au Canada, tes amis sont là-bas, tu te dis, bon, c'est super, ça va être une nouvelle expérience. À ce moment-là, est-ce que tu penses y rester quand tu pars? Non, vraiment, quand je pars, je me dis, j'ai un visa de 2 ans, je vais rester 2 ans. C'est sûr qu'après, on partait à plusieurs, on se connaissait. J'avais aussi des gens que j'avais rencontrés de différentes façons qui habitaient déjà là-bas. Mais par contre, je sais que même si j'y allais avec certains amis, je voulais quand même essayer de construire quelque chose de différent. Je sais, par exemple, on s'était dit, on n'habite pas ensemble, on va se trouver des colocs, comme ça on va pouvoir rencontrer d'autres gens directement sur place. Enfin voilà, je voulais quand même avoir un peu ce truc de, oui, je connais du monde, mais je voulais créer aussi mon propre chemin aussi. Et c'est sûr qu'on s'est vu quand même souvent là-bas. C'est vrai, mais d'un autre côté, tu as raison, on a tous été très d'accord sur le fait qu'on ne veut pas rester dans l'entre-soi. On s'aime fort, on se connaît, mais le but, c'est aussi de découvrir, d'explorer, donc d'avoir chacun nos colocs, on a pu se faire des nouveaux contacts, chacun nos boulots aussi, nos tafs. Ouais. On a trouvé des nouvelles personnes avec qui partager, échanger, et on se les est présentées mutuellement. Donc, ça a un peu finalement créé presque un gros groupe, c'est ça. avec nous inclus, et c'était génial. Ouais, c'était super parce que voilà, on n'est pas resté entre nous, on a rencontré du monde, et puis ça a vachement aidé dans l'intégration sur place, quoi. Parce qu'après... on en discutera, mais vous êtes partis petit à petit. Je me suis retrouvée toute seule et heureusement que j'avais créé d'autres choses, sinon je serais peut-être partie moi aussi de là-bas, quoi. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, quand j'y repense, toutes les amitiés que je me suis faites là-bas, elles étaient françaises. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à tisser des liens avec des Québécois, des personnes qui sont nées là-bas. Donc, j'en avais dans le cadre de mon emploi et on s'entendait super bien, mais c'était toujours en surface. Les vrais amis, les contacts solides et puis les personnes que je voyais régulièrement, c'était les Français expatriés. Oui, c'est vrai, mais moi aussi, c'est parce que quand on arrive, je pense, dans un autre pays,
on a quitté tout notre réseau, notre famille, nos amis, donc on a besoin de se retrouver un groupe, quoi, de se retrouver des amis. Et les autres gens qui ont ce même besoin, c'est des gens comme nous qui sont expatriés souvent. Et donc, je pense que les contacts, au début, en tout cas, se font beaucoup plus facilement avec d'autres Français qui sont aussi à la recherche de ces liens amicaux. Et c'est vrai qu'au début, oui, on a rencontré majoritairement que des Français. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu énormément de chance dans mon travail. Franchement, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Il y avait une ambiance incroyable et ça m'a beaucoup aidée justement à rencontrer d'autres personnes. Tu faisais quoi à l'époque? Alors c'est ça, quand je suis arrivée à Montréal, honnêtement, tout s'est enchaîné hyper vite. J'ai trouvé un appartement super rapidement, j'ai trouvé mon boulot super rapidement et je travaillais dans une agence de placement. Donc je pense qu'en France, ça se dit agence de recrutement, qui s'appelle Randstad. Donc j'ai commencé vraiment très rapidement, peut-être au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à travailler là-bas. Et j'y suis restée quasiment 7 ans. Donc, pour dire que c'était une belle expérience. Et voilà, en fait, on avait tous quasiment le même âge. On était entre 25 et 35 ans. Il y avait une super ambiance de travail. Mon équipe a été incroyable. Et je me suis vraiment rendu compte que l'ambiance au travail, ça jouait énormément sur le bien-être. Ouais, le bien-être, l'envie d'aller travailler, l'envie d'aller voir tes collègues, même de bien faire ton travail, hein, parce qu'on se poussait vachement à faire les choses bien, à avoir nos objectifs, à fermer des contrats. Donc, c'était vraiment entraînant. C'est vrai qu'en fait, on réalise aussi qu'en termes de temps, on passe énormément de temps au travail. Et donc, plus on se sentira bien au travail, plus on se sentira bien. Oui, effectivement. Non, ça m'a vraiment... Parce que ma dernière expérience à Paris, c'était vraiment très difficile. Il y avait vraiment une mauvaise ambiance. On avait souvent les managers sur notre dos. Et je trouve que c'était... en France, la plupart de mes expériences, en fait, c'était souvent... On te fait remarquer ce que tu as fait de mal. Mais des fois... ça peut être juste une faute d'orthographe, une tournure d'email, des choses parfois super basiques, insignifiantes, quoi. Et même quand on faisait quelque chose de bien, j'avais l'impression que c'était « Ah, ça c'est bien, mais… » Tu vois, il y avait toujours un petit « mais » derrière. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai eu mon expérience chez Randstad, au début, j'avais un peu peur parce que c'était une agence et à Paris, je travaillais en agence aussi et je me disais, je vais retrouver une ambiance pas terrible, quoi, un peu stressante et tout. Et puis finalement, je me suis rendu compte à quel point là-bas, on fait tellement passer le positif de ce que tu as fait. Je sais que par exemple, mon premier contrat que j'avais fermé, mais tout le monde, je me suis fait applaudir en réunion, tout le monde m'a dit que c'était génial, que c'était incroyable, c'était super rapide. Je me suis dit, waouh, trop cool, quoi. c'est bête, okay. Mais c'est cool, quoi. Et donc, ça m'a donné envie de faire les choses bien parce que je me disais, c'est cool, je vais avoir une vraie reconnaissance, quoi. Et même mon manager, il était vraiment génial sur ça. Et puis, je me rappelle, des fois, en réunion, quand on avait vraiment... fait un mois exceptionnel, il arrivait avec la bouteille de champagne, trop heureux, enfin... Et on festoyait et je me disais, mais waouh, enfin, je sais pas, tu vois, ça paraît, pourtant ça paraît peut-être normal, je sais pas, mais en fait, je trouvais ça tellement entraînant de vouloir faire bien les choses parce que tu avais justement cette reconnaissance derrière, pas forcément monétaire ou quoi. Non, bien sûr. Mais juste quelqu'un qui dit, waouh, c'est excellent ce que tu as fait, c'est trop bien en fait. Mais c'est très culturel parce que, pour le coup, j'ai aussi eu une expérience de travail à Montréal. Et alors moi, j'en ai gardé un très bon souvenir et ça m'a appris complètement une nouvelle manière de travailler, un nouveau système. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très scolaire. Donc voilà, comme à l'école, on me dit A, je fais A, on me dit B, je fais B. Voilà. Et là, ça m'a permis de sortir des cases, de laisser place à ma créativité, d'être entendue. Parce qu'en fait, j'ai jamais fait... Alors, je déteste les réunionites aiguës, les gens qui font des réunions juste pour parler et que ça n'avance pas. Là, c'est pas le cas. On parle de réunions, en fait, où on va me demander mon état d'âme, mes objectifs de la semaine, comment je me sens. Et en fonction de comment je me sens, la semaine d'après, ça ira mieux. Et ils vont m'épauler un peu plus la semaine où ça va mal. Et en fait, on s'entend et on a été en plus dans un espace de coworking. Donc, ce qui fait que finalement, toutes les petites startups, les entreprises s'entraident.
Et vraiment, c'est un système que j'avais jamais vu auparavant. Et déjà, rien que dans le fait de postuler, dans les CV, la manière de construire notre CV, je me rappelle, on y avait bossé dessus quand on partait de la France. Et le fait de marquer ses réussites dans le CV et pas juste le métier en lui-même que tu as fait. Et le fait aussi de pouvoir valoriser le bénévolat qui était peut-être pas payé, mais qui finalement, pour eux, représente vraiment du travail. C'était un autre monde pour moi. Et je trouvais ça génial. Et aujourd'hui, depuis que je suis revenue, je fais tout mon possible pour garder cette forme d'éthique de travail et pour un petit peu en parler autour de moi pour faire en sorte qu'on puisse un peu s'inspirer de cette forme-là. Ouais, non, c'est vraiment agréable de travailler dans ce type d'ambiance. Même, je me rappelle, forcément, j'avais des mois où je faisais moins bien. Quand mon manager venait me voir pour me dire « Bon, ce mois-ci, t'as fait moins bien », mais c'était pas « T'as fait moins bien, je vais te taper sur les doigts », c'était plus t'as fait moins bien, comment je peux t'aider pour te ramener à faire mieux, tu vois? Est-ce que en ce moment t'es fatiguée? Est-ce que c'est compliqué? Tu peux me dire, tu sais, tu peux parler, tu peux me dire ce qu'il y a. C'est plus humain. Ouais, et c'est bien en fait, plutôt que ouais, voilà, se prendre des remarques, des petits pics, des choses comme ça, qui étaient un peu mon quotidien à Paris, tu vois. Donc non, c'est sûr que... Et puis bon, oui, j'ai eu Randstad pendant 7 ans. Alors, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. Je sais que j'ai déjà entendu des gens qui ont eu des expériences professionnelles plus compliquées. Hein. Mais tu vois, quand j'ai changé de travail là, dans mon travail actuel, mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est hyper bienveillant. On est toujours... Voilà, on demande toujours si ça va, si c'est OK, comment tu te sens. Enfin, c'est toujours aussi bienveillant. Et ça, c'est vrai que moi, je trouve que ça aide beaucoup à faire les choses bien. Ça aide à avoir envie d'aller travailler, à passer un bon moment, à créer des bons liens avec tes collègues, même avec tes managers. Puis, parce que toi, tu as vécu une reconversion professionnelle aussi, mais à l'étranger, donc à Montréal. Et tu es passée par des études aussi, entre-temps, que tu cumulais avec un travail, etc., pour en arriver là. Est-ce que finalement, à Montréal, c'était simple de changer de voie ou... Ouais, en fait, ça m'a pris un peu pendant la pandémie où quand je me suis retrouvée 100% en télétravail chez moi, je me suis dit, OK, en fait, c'était vraiment l'ambiance au travail qui m'entraînait dans mon boulot. Mais en soi, mes tâches au quotidien, quand je me retrouve toute seule chez moi, non, j'aimais pas forcément ça, ou en tout cas, j'en avais marre. Donc, je me suis beaucoup questionnée sur quoi faire. Et en fait, là-bas, c'est assez commun de changer de voie, de reprendre des études, même les universités. Je me rappelle que quand j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait se faire en travaillant à temps plein quand même, en fait, il y a plein d'universités qui font des diplômes en cours du soir, week-end, parfois à moitié en ligne. Donc, ça pouvait se combiner parfaitement avec un emploi à temps plein. Donc, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai trouvé un diplôme qui m'a plu. Je me suis inscrite tout de suite et je l'ai commencé en parallèle de mon travail, quoi. Quel cursus, du coup? Donc, j'ai choisi criminologie. C'est trop stylé, j'adore. Parce qu'en plus, alors on va revenir un peu en arrière, mais toi et moi, on était à la fac de droit ensemble, c'est là qu'on s'est connus. Et c'est vrai que déjà à l'époque, tu parlais de criminologie. Je sais que quand tu es partie à Montpellier pour le master, tu avais envie à un moment donné de faire ça. Donc quand tu m'as dit que tu t'y retrouvais en criminologie à Montréal, je me suis dit, ouais, c'est génial. En plus d'être stylé, ça te correspond tellement bien. Ouais. Et ce que tu fais aujourd'hui là-bas, ça t'épanouit? Ouais, mais vraiment, en fait, j'ai commencé donc mon diplôme là-bas, que je vais terminer à la fin de cette année. Donc, ça va faire 3 ans et quelques que je fais le diplôme. Et j'ai changé de boulot depuis 2 ans à peu près. Et je travaille avec justement les personnes qui sortent de prison. Et je les aide à se réinsérer en société, donc se retrouver un emploi, une formation. On peut les aider sur plein de choses, se trouver un nouvel appartement ou parfois quand ils ont eu des difficultés de consommation, par exemple, ce genre de choses. On essaie de leur trouver des organismes où ils vont pouvoir aller faire un suivi pour maintenir l'arrêt de la consommation ou d'autres choses, l'arrêt de la violence, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est super intéressant. C'est beaucoup plus humain. J'ai plus l'impression de travailler avec l'humain, d'essayer de l'aider. Alors qu'en agence de recrutement, oui, tu travailles avec l'humain, mais c'est plus de la vente d'humain, j'ai l'impression, tu vois. C'était vraiment complètement différent en termes d'objectifs. Et si du coup, on revient à ton voyage, qu'est-ce qui t'a séduit à Montréal? À quel moment tu t'es dit,
je reste en fait, je pars pas. Donc tu disais tout à l'heure, tu nous as vus partir les uns après les autres. Qu'est-ce qui toi t'a fait te dire non, moi c'est là, et surtout pour combien de temps? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui aussi? Honnêtement, ça a été hyper rapide. En fait, le premier mois, donc le mois de mars 2017, quand je suis arrivée, tout s'est enchaîné tellement vite et de façon simple. Ça coulait de source, quoi. L'appartement, j'ai eu des super colocs, j'ai trouvé mon emploi vite, c'était génial. J'ai rencontré des gens hyper rapidement. La ville me plaisait, les petits week-ends qu'on se faisait me plaisaient. Enfin, tout me plaisait, quoi. L'ambiance me plaisait. Et je pense que honnêtement, dès le premier mois, je me suis dit, je partirai peut-être pas après mes 2 ans de visa. Je commençais déjà même à me dire, ok, ça prend quoi pour avoir le visa suivant? Donc, j'étais vraiment dans cette optique de, je pense pas qu'au bout de 2 ans, je vais m'en aller. Donc, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir avoir le visa suivant. Donc, je préparais déjà cet objectif-là, mais dès le premier mois, je pense. C'est quoi ce parcours de visa, justement? Donc, après le PVT, alors au Québec, on fait une demande de CSQ. Donc, c'est juste pour le Québec. C'est vraiment, en fait, quelque chose que tu dois avoir pour faire ta demande de résidence permanente plus tard et avoir tes prochains visas. Donc, on fait une demande de CSQ et on fait une demande en même temps de permis fermé. Donc là, permis fermé, ça veut dire que c'est ton employeur, en fait, qui te paye ton permis et tu ne peux travailler que pour cet employeur. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que Randstad était très content de me faire ce permis fermé. Donc, j'ai eu ce permis fermé-là pendant 2 ans supplémentaires. Donc, j'ai fait 2 ans de PVT, 2 ans de permis fermé. Et pendant le permis fermé, j'ai demandé la résidence permanente. Donc là, c'est encore d'autres démarches à faire. Résidence permanente qui, malheureusement, quand j'ai demandé, c'est tombé pendant le Covid. Donc, ça m'a pris peut-être presque 2 ans avant de l'avoir. Et donc, après résidence permanente, on se sent quand même plus tranquille parce que là, on peut changer d'emploi, on est considéré pas comme un citoyen, mais juste en dessous, quoi. Donc, on se sent déjà un peu plus intégré. On a aussi la RAMQ là-bas, donc c'est la carte vitale française. Donc, on a accès aux soins gratuits, etc. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup d'avantages à avoir ce statut-là. Puis, c'est un statut qu'on garde aussi. Il faut renouveler notre carte pour voyager. Mais c'est un statut qu'on garde, qu'on n'a pas besoin à chaque fois de renouveler comme un visa, en fait. Donc, c'est sûr que là, une fois ce statut-là, on est soulagé parce qu'on se dit, OK, les démarches toutes les années ou tous les 2 ans, c'est un peu terminé, quoi. Et la nationalité dans tout ça. Donc, après, au bout de, je pense, 2 ans de résidence permanente, on peut, quand on a eu des visas avant, on peut demander sa citoyenneté. Donc, c'est chose que j'ai faite. Le processus est beaucoup plus simple, bizarrement, mais ça a été assez rapide. Je pense en moins de 6 mois après ma demande, j'avais ma citoyenneté. Donc, ils vous font chanter l'hymne national, on est d'accord. Ils nous font chanter l'hymne national. Tu nous ferais pas un petit extrait là, Ça commence par « Au Canada ». Oui, ça va. Jusque-là, c'est cohérent. Mais il existe en français, en anglais, donc ils nous le font chanter dans les 2 langues parce qu'évidemment, on ne se retrouve pas qu'avec des personnes qui font leur demande au Québec. Donc, et voilà. Et ils nous font prêter serment aussi. Donc, moi, quand j'ai prêté serment, c'était au roi, puisque la reine n'était plus là. Parce qu'on oublie un peu aussi que y a ce principe-là, même si c'est le Canada, c'est pas le Royaume-Uni. Le Commonwealth, ouais. Donc, on prête allégeance au roi et voilà. Après, on reçoit notre passeport, le Graal, un petit peu la touche finale, ce que tout le monde attend quand on veut rester, là-bas, quoi. Ouais. Et tu te vois vraiment construire ta vie là-bas? Ou est-ce qu'il y a quand même une part de toi qui se dit tiens, je bougerai encore, et si oui, où? Non, je me vois pas bouger ailleurs, autre que me rapprocher de ma famille, ça c'est certain. J'ai déjà construit pas mal de choses là-bas et c'est clair que je vais y rester en tout cas le plus longtemps que je peux. C'est sûr que dans les choses qui nous manquent énormément, évidemment, c'est la famille, quoi. La famille, c'est difficile d'être loin. On voit les gens
évoluer, avoir leur propre vie, avoir des enfants, voir les enfants grandir. Enfin, on manque plein de choses, on manque plein d'événements. Ouais. C'est ce qui m'a fait partir, moi. Ouais, mais c'est normal. Moi, ma nièce était bébé, je la voyais grandir à travers les visios et c'était pas possible, quoi. Ouais. J'avais besoin de me rapprocher de la famille. Moi, je le comprends. Moi, je le vois. Enfin, tu sais, quand je manque des choses, ça me fait un petit pincement au cœur et je peux pas assister à tout. Alors, j'essaie vraiment de rentrer pour les choses les plus importantes. Je rentre quand même 2 fois par année. J'ai quand même du monde qui vient me voir aussi. J'ai de la chance avec ça. Mais bon, voilà, on est obligé de manquer des choses. Et c'est vrai que c'est des questionnements qu'on aura toujours, je pense, en vivant loin. Donc voilà, peut-être qu'avec le temps, c'est ça qui me fera rentrer. Mais pour l'instant, je ne l'envisage pas encore, en tout cas. Et il n'y a pas eu d'ombre au tableau un petit peu dans ce fameux parcours à l'étranger, loin de tout? Si, il y a eu une grosse ombre pendant la Covid. Nous, on dit la Covid. Oui, c'est ça qui est marrant. Si vous dites... Ah bon, oui, alors, enfin, si, c'était là, mais il y a un gros débat là-dessus. Ouais. Débat. Bon, nous, on dit la Covid, en tout cas. Et donc, oui, j'ai eu une période un peu compliquée où, pendant la Covid, c'était vraiment dur au Québec. Les règles étaient très strictes et les conséquences, elles étaient quand même dures, avec des grosses amendes. Enfin, voilà, il y a la police quand même partout. Donc voilà, c'était très dur. Puis là, on se retrouve un peu enfermé chez soi. Comme je disais, j'étais 100% en télétravail. Je me posais énormément de questions déjà professionnelles. Le fait qu'on soit loin de notre famille aussi dans une période comme ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés en France à ce moment-là. Qui en avaient marre. Et évidemment, je me suis posé énormément de questions pendant cette période-là. Et justement, mi-2021, je me suis dit, je vais prendre 2 mois sans solde et je vais rentrer en France. Je vais voir, en fait. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je me sens de retourner en France? Donc, ça faisait déjà 5 ans que j'étais au Québec. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée 2 mois en 2021. Et en fait, c'était la Covid ici aussi. Donc, je veux dire, c'est pas juste au Québec. On y a tous eu droit. Donc, je veux dire, c'était différent aussi ici, même si c'est sûr que j'avais l'impression que les règles étaient moins strictes, ou en tout cas moins... respectée, je sais pas. Mais voilà, et en fait, je me suis dit, mais en fait, Amé, c'est la période qui va pas, tu vois, c'est pas ta vie là-bas, c'est la période qui fait que c'est devenu compliqué. Et en fait, je me suis dit, quand la période va redevenir à la normale, parce que, évidemment, je me disais que ça reviendrait à la normale un jour, où est-ce que tu voudras vivre? Et en fait, je me disais, non, en fait, je veux retrouver ma vie de Montréal, comme c'était avant. Et voilà, je me suis dit, non, je suis pas du tout prête, en fait, à rentrer en France. Et je suis très contente d'avoir fait ça, justement, pour m'en rendre compte. Et donc, je suis retournée à Montréal en me disant, OK, ça va passer, et puis ça va aller mieux. Et c'est ce qui est arrivé, finalement. Est-ce que tu as été un peu accompagnée pour t'aider à surmonter ces difficultés? À l'époque, j'avais rencontré quelqu'un fin 2020. Donc oui, c'est sûr que ça, je pense que ça m'a aidé aussi à vouloir retourner à Montréal. Puis le fait de venir ici, de voir ma famille, avoir passé vraiment du temps avec eux. Ma sœur, en plus, elle venait juste d'avoir son premier bébé. J'ai passé beaucoup de temps avec eux et ça m'a fait énormément de bien en fait parce qu'à chaque fois que je rentre, c'est 10 jours, 2 semaines, donc tout va un peu vite. Là, j'ai vraiment pris le temps de profiter des gens. Et je pense que ça c'est revenu un peu me compléter, me dire voilà, j'ai repassé des moments super avec ma famille et tout. Ça m'a vraiment réconforté énormément. Et ça m'a redonné un peu ce boost dont j'avais besoin à l'époque. Et voilà, après, quand je suis rentrée, j'avais quand même des amis qui sont restés. Donc, je pense que ça m'a aidée aussi. Et je sais que j'avais une très, très bonne amie qui retournait en France pendant la pandémie. Et en fait, elle ne se sentait pas bien en France. Et elle m'a dit qu'elle voulait revenir vivre à Montréal. Ça aussi, je pense que ça
ça m'a aidée. Je me suis dit, ah, ok, cool, ma grande copine de là-bas, elle revient, ça va être chouette, ça va redevenir comme avant. En fait, c'est ça que j'espérais pendant tout ce temps, quoi. Et finalement, c'est redevenu comme avant? L'ambiance est redevenue comme avant, oui, en tout cas pour moi, c'est sûr. Après, il y a eu plein de changements, hein. J'ai acheté mon appartement, je suis dans une nouvelle relation, je change de travail, je suis dans mes études, il y a eu plein de nouveautés. Donc, c'était pas comme avant, mais c'était l'ambiance d'avant que je voulais retrouver. C'était peut-être une version améliorée d'avant, finalement. Exact. Maintenant, c'est sûr que je suis trop bien et en ayant fait plein de changements qui font que je vais encore mieux, quoi. Et est-ce que tu restes un peu connectée quand même à ce qui se passe ici en France, l'actualité? Je sais qu'à l'époque, moi, quand j'étais en PVT, on pouvait aller voter pour la France en direct du Canada. Est-ce que c'est encore le cas? Tu vis comment ta partie française là-bas, finalement? Non, je suis une mauvaise élève, mais j'avoue, je me suis vachement déconnectée des informations. Bon, j'étais déjà connectée des informations. J'aime pas trop regarder les informations à la télé, ce genre de choses, depuis même avant de partir. Donc, je les regarde encore moins, clairement. Après, on reste de toute façon toujours un peu connectés parce que quand on parle à nos amis, notre famille qui est toujours en France, on a forcément des informations qui nous viennent à l'oreille, qu'on entend parler. Aussi, avec nos amis français là-bas qui restent pour le coup connectés. Voilà, on entend quand même plein de choses, je veux dire, c'est sûr. Mais de moi-même, je vais pas trop aller me renseigner. Et pour ce qui est du vote, alors au début, je me disais, oui, je vais aller voter. Et puis finalement, je sais pas, je me suis dit, mais en même temps, pourquoi je voterais... Alors oui, je suis encore française, mais pourquoi je voterais dans un pays où je vis pas, ça va pas me toucher au quotidien? Alors bon, ça touche ma famille et tout, mais... Oui, de la légitimité finalement. Qui suis-je pour voter pour un pays dans lequel je vis pas? Oui, c'est ça. Je me disais, de toute façon, je veux dire, moi-même, ça va pas m'impacter. Donc... non, j'ai été très mauvaise élève là-dessus. Et alors, en plus de ça... à Montréal, au début, je me rappelle que mes amis qui allaient voter, ils faisaient des files d'attente. Ah oui, la queue. Moi, j'ai attendu des heures. Énorme, quoi. Et je me disais, bon, déjà que j'en ai pas l'envie, si en plus c'est compliqué, forcément, l'envie est moins là. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'en fait, une fois qu'on s'expatrie, qu'on vit dans un autre pays, si on garde la nationalité française, en tout cas dans certains pays, notamment le Canada, notamment Montréal, on peut voter là-bas pour le système français. Absolument. Donc ça peut poser des questions, etc. Mais en tout cas, c'est un droit. Oui, absolument. Moi, je pense qu'il faut... je m'étais inscrite à l'ambassade de France en arrivant à Montréal, puis on reçoit justement les informations pour voter et pour d'autres choses aussi. Donc, je pense que c'est important de faire ces démarches-là pour avoir justement accès à ces informations-là, c'est quoi, quelles sont les démarches, etc. Donc, je pense que c'est important. C'est vrai que oui, l'ambassade de France, mais pour tout voyage, j'aurais tendance à le conseiller parce qu'on a les informations sur l'état du pays, quoi qu'il se passe. Il y a plein de choses pour des fois éviter des situations compliquées, dangereuses ou même avoir juste une connexion avec le pays, c'est important. Oui, et puis pour qu'ils sachent qu'on est là aussi, parce que je sais que, par exemple, quand le Covid est arrivé, que toutes les frontières ont fermé, nous, avec une amie, on était en Colombie, donc on a eu beaucoup de difficultés à retourner au Canada. Et le fait d'être inscrit à l'ambassade française, ça m'a aidé dans mes contacts avec l'ambassade française sur place pour nous aider aussi dans nos démarches pour revenir, en fait. Donc, je trouve ça vraiment important juste de... Voilà, l'ambassade sait que vous habitez dans tel pays à ce moment-là ou que vous êtes venu voyager dans tel pays. Et s'il se passe quelque chose un peu comme ça d'exceptionnel, ils peuvent vous aider là pour vous. Parce qu'ils savent que vous êtes là. Et est-ce que la France te manque parfois? Et pas forcément juste la famille. Qu'est-ce qui te manque le plus, en fait, d'ici? Sans compter la famille, je dirais... j'avoue que quand je rentre en France, je suis assez émerveillée à chaque fois que je vais au supermarché. Genre, c'est vraiment, je dirais, après la famille, le numéro 2. Famille et amis, je mets en même temps, mais... Bien sûr. Les supermarchés, à chaque fois, ma mère me dit « Ah, je vais faire les courses, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir les rayons, j'ai envie de voir la diversité des produits, j'ai envie de...
de voir un peu toutes ces choses d'avant que je retrouve peut-être pas là-bas, même si on retrouve quand même vachement de choses, mais il faut aller chercher. Voilà, juste de m'émerveiller devant... Et les restaurants, non? La gastronomie française, on la retrouve nulle part ailleurs. Alors, c'est vrai que les restaurants à Montréal, honnêtement, ils sont top. Il y a un choix énormément varié. Il y a tout. C'est excellent. Enfin, vraiment, je dirais que c'est peut-être un peu plus cher qu'en France, par contre, d'aller au restaurant. Mais c'est vrai qu'après, quand je viens en France, j'aime bien me faire des restaurants parce que il y a quand même les bons produits du terroir, ce genre de choses que j'adore. Moi, je trouve, en habitant à Montréal, que c'est pas cher d'aller manger au restaurant. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici et d'aller manger au restaurant, ça c'est clair. Mais t'as de la chance, parce que nous, en n'étant pas à Montréal, on trouve ça cher. Et au Canada, c'est quoi la partie du Canada, parce que tu as exploré quand même plusieurs endroits en dehors de Montréal, la partie qui t'a le plus marqué, je dirais ton coup de cœur ou les coins que tu recommanderais? Honnêtement, ça, c'est sûr que c'est une des parties qui me plaît le plus de vivre à Montréal. C'est que même juste quand on part faire un week-end dans les environs, j'adore. Il y a tellement de nature, tellement de lacs. C'est vraiment incroyable. Moi, j'adore ça. Par exemple, tu peux nous citer quelques noms de places, de lieux? Moi, j'aime bien aller au Mont-Tremblant. Donc déjà, le petit village est super. Il y a un gros, gros lac juste à côté. Il y a le parc pas loin pour aller faire des randonnées. Honnêtement, toute la région des Laurentides, globalement, j'adore. C'est beaucoup de forêts, beaucoup de petites collines, petites montagnes. On peut faire des super randonnées. Il y a des lacs partout. Enfin, franchement, c'est trop beau. Quand on va plutôt sur la rive sud de Montréal, on a plus l'impression d'être... dans une campagne un peu plus avec des fermes, des ranchs, limite un petit États-Unis de campagne, quoi. Donc, c'est vraiment super aussi. Et quand on va plus loin, moi, je pense que ce qui m'a le plus émerveillée, c'est d'aller faire les parcs en Alberta. Ça, c'était vraiment quelque chose... c'est incroyable. Il y a vraiment des montagnes magnifiques, des lacs magnifiques avec une eau turquoise incroyable. On a vu beaucoup d'animaux, des cerfs, des ours. Enfin, vraiment, on en voit hyper facilement. Moi, j'adore voir des animaux quand je pars en vacances. T'as toujours pas croisé un orignal? Dans la nature, non. C'est mon rêve, clairement. Et je pense que tout le monde dans mon entourage sait qu'à chaque fois qu'on part en week-end... je suis à la recherche de voir mon premier orignal en nature. J'en ai vu un dans le parc Omega. C'est un parc où on passe en voiture et il y a plein d'animaux à qui on peut donner des carottes à manger. Donc là, j'ai vu des orignaux, mais c'est pas pareil. C'est pas comme si je l'avais vu croisé comme ça en sur nature, un passage. Ouais. Pas Donc, de grizzly non plus, tout va bien. Grizzly, non. Des petits ours noirs plusieurs fois, oui. Les grizzly, non. Pourtant, dans l'Ouest, ils disent qu'il y en a régulièrement, mais on n'en a pas vu. Non. Moi, je me rappelle un week-end où on s'était arrêté en voiture. Ouais. On avait vu des traces et on s'est dit, tiens, si on les suivait. Ouais. On était malins à cette époque-là, hein. Super intelligents. Bon, l'important, c'est qu'on l'a jamais croisé finalement, en définitive. Ouais. Mais ouais. Ouais, je fais toujours la même chose. Ouais. Mais après, c'est genre, je vois les traces, je me dis, ah tiens, vas-y, trop bien, je vais suivre, je vais voir si j'en vois un. Et après, je me dis, ouais, mais tu sais, dans ma tête, une fois que je me suis lancée bien dans la randonnée, mais si j'en vois un, je fais quoi? Voilà. Et après, alors on sait pas trop. Mais oui, un jour, j'en verrai. J'y crois à chaque fois que je sors de Montréal. On croise les doigts. J'y crois pour toi aussi. Si tu peux m'attendre pour qu'on le voit ensemble, ce sera encore mieux. Ben oui, clairement. Le Graal. Merci beaucoup, Amélie. Avec plaisir. D'être venue participer à ce podcast. Je veux bien juste, si tu as un petit conseil peut-être à donner aux personnes qui auraient envie d'aller vivre à l'étranger, celles qui peut-être osent pas se lancer ou celles qui y sont déjà. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Celle qui osent pas se lancer, honnêtement, c'est clairement lancez-vous parce que honnêtement, peu importe que vous aimiez pas, c'est tellement une expérience incroyable.
Ça vous permet d'être vraiment beaucoup plus autonome, indépendant et de tester des choses, en fait, sortir de sa zone de confort. Je pense que quand on n'est pas bien à un endroit, faut changer. On a cette chance de pouvoir bouger, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Je veux dire, en Europe, je pense qu'il n'y a même pas besoin de visa pour aller travailler ailleurs. Donc, si vous avez envie de bouger, que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, changez vraiment. Ça peut que être du positif. Même si vous allez à un endroit que vous n'aimez pas, ça peut vous donner le goût d'aller ailleurs. Donc ça, c'est sûr, je vous dis changer. Et pour ceux qui partent, mettez un peu vos a priori de côté. C'est vrai que quand je vois des Français arriver à Montréal, puis tout comparer, dire « Ah ouais, mais en France, c'est comme ça, en France, c'est comme ça. En France, ça, c'est mieux. » C'est un peu agaçant. Je me dis, mais tu quittes la France, tu vas dans un autre pays, c'est pas le même pays. Enfin, je veux dire, tu as décidé de quitter la France, tu as tes propres raisons. Pourquoi tu veux aller rechercher quelque chose de similaire? Donc non, en fait, les autres pays sont différents, les règles sont différentes, la façon de vivre est différente, l'ambiance est différente, la bouffe est différente, tout est différent en fait. Même si on parle français là-bas, c'est différent. Donc, n'allez pas chercher ce que vous avez en France ailleurs, parce que oui, bien sûr. C'est pas le but, quoi. Non. Et puis, il y a de très belles choses ailleurs qu'on ne retrouvera pas en France non plus. Ouais. Et puis, il y a aussi cette chose qu'on dit. Alors moi, pour le coup, toi, t'es restée, moi, je suis partie. Mm-hmm. Mais c'est vrai que des fois, on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Elle n'est pas toujours plus verte ailleurs. Absolument. En fait, c'est un état d'esprit. C'est comment je me sens, moi, quand je pars. Et j'ai vécu des superbes expériences là-bas, mais c'était pas mon pays. C'était pas là où j'avais envie de m'installer. Je suis revenue. Mais je pense qu'il y a ça qu'il faut aussi garder en tête, c'est que si ça va pas, on a encore cette possibilité de revenir en arrière. En fait, il vaut mieux essayer. Je pars du principe, je préfère toujours avoir des remords que des regrets. Et je me dis, essaye. Au pire des cas, tu rentres. C'est pas un échec, au moins tu auras essayé. Et ça, c'est une force. C'est exactement l'état d'esprit. Je pense qu'il faut avoir, de se dire, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, je reviens. J'ai encore... moi, j'ai la chance, en tout cas, d'avoir mes parents qui ont toujours été mon pied-à-terre entre mes changements. Et oui, en fait, fais-le. Et puis, si ça te plaît pas, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, reviens. Et je pense que peu importe comment ton expérience se passe, tu vas apprendre des choses, en toujours. Fait. Donc, ça enrichit toujours. Et c'est ça. Moi, c'est sûr que je parle d'une expérience là-bas hyper positive et j'adore vivre là-bas. Tout s'est présenté de façon positive. Je suis allée chercher les choses. C'était pas facile tout le temps, mais voilà, ça a toujours été très positif. Mais je veux dire, les expériences sont pas pareilles pour tout le monde. Je connais des gens qui sont venus, qui n'ont pas aimé, qui sont repartis. Des gens qui ont aimé un certain temps, puis qui sont repartis quand même, parce que plein de choses leur manquaient. C'est un équilibre, en fait. Moi, je veux dire, j'ai trouvé là-bas ce que je voulais et je me sens bien là-bas. Et il y a des gens, ils vont pas se sentir bien là-bas tout de suite, ou ils vont se sentir très bien au début, puis après... Ou ailleurs. Voilà, ça va plus, ou ils ont envie d'ailleurs. Et c'est correct, en fait, c'est pas un échec d'arriver là-bas et de pas aimer. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est très positif pour moi et il y en a qui n'ont pas aimé, mais dans tous les cas, il faut essayer, quoi. Je veux dire, si on bouge pas, on pourra pas savoir. Donc, merci encore, Amélie, d'avoir participé à cet échange. Je suis trop contente parce que on se voit pas souvent parce que tu es loin, mais on est très proches quand même. On est amis depuis tellement longtemps. Et de t'avoir sur le podcast, pour moi, ça me touche, ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis contente que tu m'aies proposé et je suis contente d'être là pour en parler. C'est sûr que pour moi, j'aime tellement cette expérience que je suis contente. Et c'est bête, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est le principe même du podcast, c'est de se dire, mais en fait, l'histoire d'une expatriée, elle est cool à entendre et puis elle peut en inspirer certains. Donc, écoutons-la. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'embrasse fort. Bisous. Moi aussi. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur @gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.